Salut, comment ça va bien? C'est Roland l'Otaku, vous êtes sur Hikikomori TV, la chaîne d'un Hikikomori sans amis qui parle de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Oui, j'ai envie de vous parler parce que je me sens seul et je n'ai pas d'amis. J'ai envie de vous parler de cinéma, des films qui parlent de solitude. Je vais vous en faire une liste de 10 bons films qui parlent de solitude de la façon la plus authentique et viscérale. Je suis moi-même un solitaire. Je n'ai que 3 amis, dont 2 que j'ai rencontrés sur internet. Fabien, Dimitri et Pedro de la Truelle, salut à vous si vous me regardez. Ces amis, je ne les vois pas souvent. Je passe la plupart de ma vie seul dans ma chambre. Je suis ce que l'on appelle un hikikomori. Un reclus de la société, un vilain parasite. D'après une étude réalisée en 2024, 8 Français sur 10 connaissent un sentiment de solitude, tandis qu'un Français sur 10 vivent une solitude la plus totale. Tout le monde ne vit pas la solitude de la même manière. D'autres le supportent plus ou moins bien, comme moi par exemple, qui a l'habitude, tandis que d'autres ne le supportent pas du tout et souffrent mentalement de cette situation. Et comme je le dis souvent, la meilleure façon de mieux transcender notre condition infâme de créatures terrestres, c'est de se plonger dans l'art et la culture, de pratiquer l'art ou de seulement le contempler, tel un ange déchu qui observe les dieux pour mieux les imiter, que ce soit à travers le théâtre, la peinture, la sculpture, la poésie ou la littérature, la musique et bien entendu le cinéma. Et c'est avec ce dernier que l'on va s'intéresser à comment cet art traite la solitude avec 10 bons films qui en parlent brillamment. Après cette vidéo, je peux vous garantir que vous vous sentirez moins seul. Ou pas, mais je serai là pour te soutenir. J'ai un compte Discord, RolandZ78. Si tu as envie de me parler, n'hésite pas à m'ajouter comme ami et me contacter. Ça me fera plaisir et j'espère pouvoir t'aider. Voilà. Numéro 10. Lost in Translation. Lost in Translation ou Lost in Translation, comme je le disais lorsque j'étais ado et complètement attardé. Ça n'a pas changé. Film réalisé par Sofia Coppola, la fille du maître du renouveau du cinéma hollywoodien, Francis Ford Coppola. Même si la fille n'a pas autant de talent que son père, faut dire les choses franchement, cette première a sorti un film en 2003 qui n'a pas à rougir face à ce dernier. Lost in Translation part de la solitude d'un acteur devenu ringard, venu au Japon pour tourner une publicité pour un whisky japonais. J'ouvre la parenthèse. Le whisky japonais, je le rappelle, est vraiment sous-coté comparé au whisky écossais. Parenthèse, ferme-toi. Cet acteur raté vit dans un hôtel de luxe à Tokyo. On pourrait penser qu'il vit sa best life, mais non. Bob Harris se sent terriblement seul dans ce décor de rêve. Il ne voit plus sa famille, ne trouve aucun rôle pour le cinéma. Il a besoin d'argent, d'où le fait qu'il tourne ce spot publicitaire pour une marque de whisky. Mais il fait la connaissance de Charlotte, jouée par la gracieuse Scarlett Johansson, qui est la femme d'un célèbre photographe de mode. Charlotte se sent délaissée par son mari. Elle s'ennuie et se sent également seule, mais ce n'est pas une solitude aussi pesante que celle de Bob, joué par Bill Murray. Ce dernier erre dans les rues de Tokyo comme une âme en peine, méditant sur son lit et sa chambre d'hôtel, en pensant au parcours de sa vie et le poids de la solitude qui l'écrase totalement. Il fait la rencontre de Charlotte dans l'accueil de l'hôtel et une relation amicale tranche le voile du vide de la solitude. Lost in Translation, c'est contemplatif, songeur. La relation naissante entre Charlotte et Bob est mignonne et touchante. C'est un film à voir. En plus, pour les bandeurs du Japon, ça se déroule à Tokyo, donc c'est sympa de voir à quoi ressemble le Tokyo des années 2000. Précipitez-vous sur le film. Numéro 9. Je suis une légende. Ah là là, ce film. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais 18 ans. J'étais profondément seul dans ma classe et je faisais des études d'horticulture. Je n'avais pas de camarades avec qui discuter. J'étais réservé. Je me désolais. Je ruminais sur ma situation, de ma condition
Puis j'ai vu le film et je me suis dit, bon, ça va ma situation finalement. Je ne suis pas dans une solitude totale, je peux toujours parler à des gens. Dans ce film, le héros n'a que son chien pour lui tenir compagnie. Il n'y a pas de gens avec qui discuter. Il parle avec des mannequins en plastique dans un supermarché. Il est dans une solitude totale. Le film raconte l'histoire de Robert Neville, un brillant scientifique vivant en plein apocalypse zombie. Enfin, c'est pas vraiment des zombies, mais c'est des infectés en fait. Des infectés pas comme les autres, car ils craignent la lumière du soleil et sortent de leur cachette que la nuit. Robert, comme je viens de le dire un instant, est un scientifique de génie. Le jour, il part à la recherche de survivants et cherche de la nourriture. Et la nuit, il s'affaire à son travail pour tenter de trouver un vaccin contre l'infection qui ravage l'humanité. Il est le dernier homme de New York, mais peut-être de tout le pays, et peut-être le dernier homme sur Terre, qui sait. Robert va-t-il trouver le remède contre cette peste? Va-t-il trouver d'autres survivants? Va-t-il survivre jusqu'au bout? Le film nous tient en haleine pendant 1h40 avec toutes ces questions. Il est adapté du roman du même nom. Je n'ai pas lu le livre, certains ont hurlé que le film prenait trop de liberté, mais bon voilà, c'est une adaptation, c'est un peu normal que ce ne soit pas aussi fidèle, un film que je recommande chaudement à ceux qui veulent savoir ce qu'est la vraie solitude. Numéro 8, Le Terminal. Film de Steven Spielberg sorti en 2004, Le Terminal raconte l'histoire de Victor Navorsky, un touriste venu visiter New York et qui est originaire d'un pays d'Europe centrale imaginaire. Enfin, imaginaire dans le sens où le pays n'existe pas dans la réalité. Mais dans le film, Victor vient de ce pays qui se nomme la Cracovie. La Cracovie, le pays du crack. Au moment où il arrive dans l'aéroport JFK, coup de tonnerre, il apprend que son pays d'origine vient de subir un coup d'état et qu'il devient par conséquent apatride. Apatride veut dire qu'il n'appartient à aucun pays. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Quoi ? Si je considère certains d'entre vous comme des retardés mentaux qui ne connaissent pas le mot apatride, oui, certains d'entre vous, pas tous, mais oui. Bref, tout ça pour dire que notre Victor Navorsky ne peut ni entrer sur le territoire américain, ni retourner dans son pays d'origine. Il est coincé tel un caca pendant une constipation. Ouais, il m'arrive d'être un brillant poète durant mes heures perdues. Il faut savoir deux choses avec ce film. Ce film est drôle, ce film est touchant. On suit la mésaventure de Victor, coincé dans cet aéroport, on est attaché à lui, on veut qu'il s'en sorte, il est totalement seul et la barrière de la langue rend les choses encore plus compliquées. On se dit heureux de ne pas être à sa place, d'appartenir à un pays où l'on peut faire connaissance, se lier d'amitié avec nos concitoyens, lui n'a pas ce genre de chance. Et anecdote marrante, et incroyable surtout, ce long métrage est inspiré de faits réels. Le film s'inspire grandement de l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, réfugié politique iranien devenu apatride après avoir été déchu de sa nationalité et qui a vécu à l'aéroport de Charles de Gaulle de 1988 jusqu'à sa mort en 2022. Il vivait déjà à l'aéroport alors que j'étais même pas encore né. C'est juste incroyable cette histoire. Quand on sait cela, on trouve le film très réaliste et très immersif. Cela peut nous arriver à tous, alors c'est très rare comme situation, je pense qu'on a plus de chances de gagner au loto que de se retrouver dans cette merde. En bref, un film sur la solitude à mettre dans votre liste de bijoux à voir une fois dans sa vie. Numéro 7, Here. Ce film se déroule dans un futur proche et raconte l'histoire de Théodore. Un homme, la quarantaine, ayant subi une rupture amoureuse douloureuse. Il est seul, complètement seul, fait un boulot qui ne lui plaît pas. Il est en instance de divorce mais refuse de signer les papiers pour son ex-femme. Un jour, où la solitude lui est très pesante, il découvre une application sur son téléphone qui est une intelligence artificielle qui se nomme Samantha. Et là, les choses prennent une tournure plus ou moins cocasse. Il tombe amoureux de son application. Ça commence par des mots amicaux, puis de la tendresse, jusqu'à ce qu'il avoue ses sentiments à la machine.
Théodore semble être moins seul, mais c'est une compagnie de façade et il finira par s'en rendre compte au fil de l'histoire. Ce film est sorti en 2013, bien avant que l'application Siri ne fasse l'émule dans le monde, bien avant l'apparition des chatbox d'intelligence artificielle tels que ChatGPT. Chat quoi? GPT. Moi aussi. Ah, que c'est fin, que c'est subtil. C'est pas comme si la blague était surfaite. Ce film est à la base un projet qui a duré 10 ans, qui a débuté en 2003 alors qu'aucun programme d'IA n'était commercialisé pour le grand public. Ce long métrage est vraiment avant-gardiste. Et pour l'essayiste Ariane Nicolas, le film Here montre le piège de l'idéal transhumaniste. L'humain peut croire échapper à son humanité par la technologie, mais c'est une impasse. Je le cite: en tombant amoureux d'un logiciel, le héros pensait s'épargner la souffrance à laquelle une relation avec une personne humaine l'aurait exposé. Le réalisateur du film suggère, comme Nietzsche, que la souffrance au contraire est l'expérience indispensable qui atteste de notre singularité en tant qu'être humain. Seul un être véritablement incarné est capable d'éprouver des émotions sincères et donc, in fine, de prendre conscience qu'il existe. Oh, et anecdote amusante, la voix de Samantha est celle de Scarlett Johansson. Encore elle. Numéro 6. Seul au monde. Wilson! Ah là 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 là. Encore un film avec le brillantissime Tom Hanks, réalisé par Robert Zemeckis à qui l'on doit la trilogie de Retour vers le futur ou bien Forrest Gump. Seul au monde suit la mésaventure de Chuck Noland, un travailleur de chez FedEx qui ne trouve pas le temps pour lui et se consacre H24, 7 jours sur 7 à son boulot de cadre dans l'entreprise de livraison en voyageant à travers le monde en avion. Sauf que voilà, il y aura dans sa vie tumultueuse un voyage de trop qui causera le crash de l'appareil en plein océan. Le pilote et le copilote sont décédés, mais Chuck survit. Il nage jusqu'à un rivage se trouvant à quelques centaines de mètres du lieu du crash. Sauf que voilà, le rivage en question est une île totalement déserte, sans âme qui y vive. Il écrit SOS sur la plage, allume un feu de camp en espérant qu'un navire ou un avion puisse tomber dessus, mais rien, personne dans les alentours, il est totalement seul, le seul survivant. Alors, il se met en mode Minecraft. Il doit survivre en récoltant de la nourriture, à construire une cabane, mais surtout, il doit soigner sa rage de dents qui le fait horriblement souffrir. Ah là 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 là, quel cauchemar! Avoir une douleur dentaire et ne pas avoir un dentiste sous la main, seul sur une île déserte. Mais comment va-t-il faire pour soulager la douleur? Tu le sauras en regardant le film. La survie et la solitude est si pesante, si difficile, qu'il se lie d'amitié avec un ballon qui le nomme Wilson. Et là, on voit bien les ravages que peuvent causer la solitude sur le long terme, des effets dévastateurs pour la santé mentale, une perte totale de repères. Et d'après l'European Scientist, la solitude sur le long terme, sans interaction sociale pendant une très longue période, peut nous pousser à parler à nous-mêmes ou à une personne imaginaire pour combler le vide social. Enfin bref, un film que je recommande vivement. Numéro 5, Wall-E. Dans ce classement, nous avons un film léger pour enfants et surtout pour les grands enfants qui n'ont toujours pas grandi. Wall-E, ce n'est pas seulement mon Pixar préféré, c'est l'un de mes meilleurs films d'animation favoris, réalisé par Andrew Stanton, à qui l'on doit Le Monde de Nemo et les scénarios des premiers volets de Toy Story. Wall-E raconte l'histoire d'un petit robot du nom de Wall-E qui a été conçu par les humains il y a 400 ans pour nettoyer la Terre de ses déchets accumulés par l'espèce humaine lorsque cette dernière était présente. Oui, parce que Wall-E se trouve être le seul être doué de conscience à vivre sur Terre. Tous les humains ont quitté la Terre pour se réfugier dans l'espace à bord d'un énorme vaisseau en attendant que la Terre redevienne propre. Notre cher petit robot travaille sans relâche depuis 4 siècles et finit avec le temps par avoir des questions existentielles. Une lueur consciencieuse naît en lui.
émane de ses rouages et il s'aperçoit qu'il est profondément seul. C'est peut-être le film d'animation occidentale qui aborde le sujet de la solitude avec justesse. Quand je l'ai vu au cinéma pour la première fois, j'ai été ébloui. C'est marquant, c'est drôle, c'est touchant, c'est graphiquement éblouissant. J'ai bien aimé les références cinématographiques du film et leur touche d'humour que seuls les adultes avec un certain bagage culturel peuvent saisir. J'ai bien aimé la référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça m'a beaucoup amusé. Wall-E, le Pixar, à voir au moins une seule fois dans sa vie. Attends, tu viens de parler d'un film qui met en scène un robot. Ouais. Comment appelle-t-on un robot arabe? Un robot arabe. Je ne sais pas. Un rebeu. T'as compris? Un rebeu. Ok. Numéro 4, Joker. Pouah, ce film, je l'ai vu au Cinoche, à sa sortie, comment dire, je m'attendais à rien, mais après visionnage, je fus totalement troublé. J'ai vraiment bien aimé. Joker, c'est l'ascension de l'antagoniste emblématique de Batman à la sauce Scorsese. Oui, j'ai dit Scorsese car le film s'inspire énormément de 2 films de Scorsese, à savoir Taxi Driver et La Valse des Pantins. 2 films joués par Robert De Niro, qui, je le donne dans le mille, joue dans le film de Todd Phillips, une boucle qui se boucle. On suit l'histoire d'Arthur Fleck, un humoriste raté qui travaille dans une agence de clowns. Oui, dans une agence de clowns. Et non, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Arthur est méprisé par ses collègues, il vit dans un Gotham de plus en plus violent, il est victime d'agressions, mais surtout, il souffre d'une maladie mentale qui le rend solitaire. Il survit dans une société désabusée, et cette traversée de l'enfer va progressivement déclencher la folie chez notre pauvre Arthur. Ce film donne la nausée, c'est sombre et cynique, la condition d'Arthur Fleck est affligeante. Cela engendre pour le spectateur du mépris pour la société ultra-violente dans laquelle vit l'anti-héros et de la pitié pour ce dernier. Cette ville de Gotham est impitoyable, elle est inspirée du New York des années 70 et tout cela l'a rendu fou, littéralement fou. J'ai ressenti de la pitié pour lui durant presque tout le film et son passage irréversible vers la folie m'a dégoûté de lui. Voilà ce qui arrive à un malade lorsque la société ne prend pas soin de lui. La violence engendre des gens violents. C'est une épidémie dont presque personne n'en ressort indemne. Ce film nous le fait savoir avec froideur. Le film retranscrit parfaitement bien la solitude d'une personne malade mentalement avec toutes ses dérives effrayantes. Et quand je pense qu'aux US, les malades mentaux n'ont pour la plupart pas accès aux soins les plus élémentaires pour traiter leur maladie et sont pour beaucoup d'entre eux SDF ou vivent dans une très grande précarité, on ne regrette pas le système français, même si chez nous, cela part en sucette depuis 2 décennies niveau système de santé. Mais que fais-je là, le nom de Dieu? Je fais de la politique. Non, ce n'est pas le sujet. Allez voir le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Film suivant. Numéro 3, Into the Wild. Ah, ce film, il n'est pas dans le podium par hasard. Un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert pour la première fois. L'histoire raconte le parcours de Christopher, un brillant étudiant qui sort tout juste d'université, fraîchement diplômé et qui est promis à un grand avenir. Mais contre toute attente, il refuse cet avenir et décide de voyager à travers les States avec sa camionnette pour se ressourcer, loin des désirs matérialistes. Il aurait pu devenir le nouveau Elon Musk en fondant sa propre société dans un secteur émergent, mais non, il préfère être loin de la société de consommation et savourer l'existence terrestre à travers des voyages dans des contrées désertiques, sauvages, à couper le souffle. J'ai découvert ce film il y a 10 ans, alors que je cherchais des longs métrages qui abordent le sujet de la solitude. Dans ce film, la solitude n'est pas un mal, elle est une douce amie qui nous aide à faire le tri dans nos pensées, qui nous aide à nous ressourcer, à voir le monde tel qu'il est, vaste, merveilleux, inspirant, et qui rend les rares rencontres que l'on fait encore plus somptueuses et intenses. Le personnage de Christopher aime cette nouvelle vie. Il ne regrette en rien d'avoir quitté le confort de la société américaine consumériste. En voyageant, il part faire des rencontres brèves mais intenses. Le film nous montre que la solitude, si on sait l'accueillir,
peut nous apporter de grandes choses dans notre fort intérieur. Cependant, la vie en solitaire dans la nature n'est pas de tout repos. Par moments, il doit faire des petits boulots pour financer son voyage, il se retrouve coincé dans le grand froid en Alaska et doit survivre en mangeant des racines, et la solitude est pesante par moments, notamment à la fin du film, dont je vous éviterai de spoiler par les moments phares. Voilà, je préfère que vous découvrez le film par vous-même. La solitude, c'est bien pour faire le vide un moment, c'est même recommandé si l'on veut extraire tous ces déchets de l'esprit qu'on a accumulés dans notre vie en société, mais les rencontres avec nos semblables sont parfois plus riches qu'un millier de paysages sauvages. Le film m'a marqué, la fin est très poignante, il est adapté du roman Voyage au bout de la solitude de Jon Krakauer que j'ai lu et que j'ai adoré, et on apprend dans le livre que tout ce qui est raconté est véridique. Le personnage de Christopher McCandless a vraiment existé, et ce qui rend davantage le film plus touchant et déchirant. Into the Wild de Sean Penn, un film sur la vraie solitude à voir une fois dans sa vie. Numéro 2, Taxi Driver. Oui, c'est bien le film qui a inspiré Joker de Todd Phillips, un véritable coup de cœur lors de ma découverte. Ce n'est pas pour rien qu'il soit deuxième de ce classement. Taxi Driver de Martin Scorsese explore la thématique de la solitude de manière viscérale et poignante. À travers le personnage de Travis Bickle, un vétéran du Vietnam devenu chauffeur de taxi à New York, la solitude est non seulement une caractéristique centrale du personnage, mais aussi un moteur dramatique qui façonne son comportement et son évolution. Au fil du film, on voit Travis qui a basculé progressivement dans la folie. Travis est profondément seul, incapable de se connecter aux autres de manière significative. Cela se manifeste dans sa voix intérieure, les monologues en voix off révèlent son mal-être, ses pensées sombres et son incapacité à trouver un sens à sa vie. Il décrit New York comme un cloaque rempli de corruption et de violence, reflétant sa propre aliénation. Ses tentatives de connexion échouent, notamment avec Betsy. Lorsqu'il l'invite à voir un film pornographique, cela illustre son incapacité à comprendre les normes sociales et à créer des liens authentiques. Le décor urbain de New York devient une métaphore de son isolement. Les rues nocturnes sont souvent désertes, éclairées par des néons froids. Travis parcourt cette ville immense, mais reste invisible, un spectateur passif d'un monde qu'il méprise. Son taxi est à la fois un refuge et une cage. Il est isolé dans sa cabine, regardant les autres sans pouvoir interagir. Cette séparation physique illustre son isolement social. La solitude de Travis ne se limite pas à un simple état passif, elle se transforme en frustration puis en rage. Après son échec avec Betsy, son sentiment d'exclusion s'intensifie. Cela alimente sa haine pour la société qu'il perçoit comme dégénérée et corrompue. Son isolement le pousse à chercher un but. Sa tentative de devenir un sauveur entre guillemets pour Iris, une jeune prostituée jouée par qui déjà? Comment elle s'appelle déjà? Jodie Foster, oui, la charmante Jodie Foster, est en partie motivée par un désir désespéré d'exister aux yeux des autres. Taxi Driver est le film qui parle avec justesse de la solitude et de la folie engendrée par une société violente et apathique. À le voir absolument si vous aimez découvrir les thématiques de la solitude à travers le 9e art. Non, le 7e art. Oula, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je bafouille. Et avant de révéler le numéro 1 du classement, voici les mentions honorablement honorables, qui auraient dû être dans le top 10, mais que voulez-vous, j'ai dû faire un choix. La nuit a dévoré le monde. Eh oui, un film français pour presque terminer en beauté, injustement mal noté sur Allociné, certainement des gens qui s'attendaient à un film de zombies, tout ce qu'il y a de plus classique. La nuit a dévoré le monde n'est pas un film de zigouillage de zombies, mais un film sur la rupture amoureuse et la solitude profonde décrit à travers des métaphores que sont l'apocalypse zombie et la survie dans un monde violent. Le personnage principal se réveille après la rupture avec son ex la veille et il s'aperçoit avec horreur que le monde est infesté de morts vivants. Il est le seul survivant d'un quartier parisien, c'est le meilleur film français qui parle de solitude et le meilleur film de zombies français, bien devant l'infâme La Horde. Le film m'a vachement plu car j'y voyais le syndrome du hikikomori et la phobie sociale à travers le caractère de Sam. Sa solitude est éprouvante, mais il n'a pas d'autre choix que de rester dans son appart. Sa solitude est si accablante, si débilitante, qu'il se met à parler avec un zombie coincé dans un ascenseur pour combler le vide affectif et social. Bref, un film à voir. Je pense que si vous faites abstraction des films de zombies classiques qu'on peut voir très souvent chaque année, et que vous voyez surtout la thématique du film, c'est-à-dire la solitude, profonde, accablante, je pense que vous pourriez aimer le film, comme je l'ai aimé. Autre film dans les mentions honorables,
Ghost Dog, la voix du samouraï. Ce film, je l'ai vu l'année dernière en location sur Prime Video lorsqu'un patient de l'hôpital me l'avait vivement conseillé. Alors, ça raconte quoi ? Ça parle d'un type qui se fait surnommer Ghost Dog, le chien fantôme, un tueur à gages énigmatique et solitaire, vivant selon le précepte du Hagakure, un ancien texte japonais sur la voie du samouraï. Il considère lui un mafieux italien comme son maître, car ce dernier lui a sauvé la vie par le passé. En échange, Ghost Dog exécute des contrats pour la pègre locale, mais un jour, il épargne la fille d'un parrain mafieux. Son employé décide de l'éliminer. Traqué par la mafia, il suit son code d'honneur jusqu'au bout, refusant de fuir et affrontant son destin avec sérénité. Ce film aborde le sujet de la solitude et de la loyauté. L'anti-héros vit en marge du monde, n'ayant pas du tout d'amis, à part un vendeur de glace haïtien avec qui il communique malgré la barrière de la langue. Son atmosphère est contemplative. Le film revisite le genre samouraï à travers un prisme moderne et poétique. Ce fut un total coup de cœur et j'ai hésité longtemps à le mettre dans mon top 10, à voir de toute urgence. Et numéro 1... Oui, roulement de tambour, suspense. Numéro 1, Gran Torino. S'il y a un film sur la solitude que vous devez voir, c'est bien Gran Torino de Clint Eastwood. Un film que je recommande à Lorraine, coucou si tu regardes cette vidéo. Allez vous abonner à son compte, surtout si vous êtes des Asiatiques de droite. Le film suit l'histoire de Walt, un vétéran de la guerre de Corée qui vient de perdre sa femme, qui est méprisé par ses 2 enfants, devenus parents, et par ses petits-enfants. Et notre vieux Walt le rend si bien ce mépris. Car oui, ce dernier méprise tout. Il est amer, cynique, raciste contre les nouveaux arrivants du quartier, qui sont essentiellement composés de noirs, d'asiatiques et de latinos. Il est le seul blanc du quartier. On ne sait pas s'il a toujours été comme ça, ou si c'est la mort de sa femme qui l'a rendu sombre. Il est devenu tellement raciste qu'il méprise son propre fils parce qu'il roule avec une Toyota. Ouais, vous avez bien entendu, c'est le patriotisme poussé à son paroxysme. Quand on est américain, il faut acheter américain. Bon, après il a travaillé à l'usine Ford durant pas mal d'années. Moi aussi j'ai ce genre de patriotisme. Mon père a travaillé à l'usine Talbot-Peugeot de Poissy. Quand on est français et qu'on soutient l'industrie française et son économie, on achète français. Quand j'aurai le permis, je m'achèterai une Talbot. Quoi ? Comment ça n'existe plus ? Le film parle de la solitude lorsqu'on est dans la vieillesse, mais surtout lorsqu'on est isolé en tant que seule race dans un ghetto composé uniquement d'halogènes. La théorie du grand remplacement selon Renaud Camus est traitée dans ce film bien des années avant le développement de cette théorie. Ce film ne parle pas seulement de solitude, mais également de racisme. Walt n'est pas le seul à être maladivement raciste. Sa vieille voisine asiatique déteste les blancs. Les latinos détestent les asiatiques. Les noirs détestent les blancs, etc. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde se déteste et s'isole dans leur communauté, sont prêts à s'affronter avec des armes à feu. Après, il y a une chose qui n'est pas du tout réaliste dans ce film, c'est de voir des bandes d'Asiatiques foutre la merde comme des Jean Karim et des Jean Traoré chez nous. Mais allons, pourquoi pas ? Les seules choses qu'aime notre anti-héros est son Labrador ainsi que sa Gran Torino 1972. Ce film, c'est le meilleur qui part de la solitude et du délicat sujet des tensions ethniques et raciales dans une société à la dérive, plus de 30 ans après Taxi Driver. Gran Torino parle d'un vieil homme seul, désabusé, de la vieille école, qui tente de mener une vie normale, qui n'a que faire des bonnes paroles d'un prêtre sur le salut de l'âme ou sur les bonnes intentions de certains habitants de son quartier. Les souvenirs cauchemardesques de la guerre de Corée le hantent et tout ce qu'il attend, c'est la mort pour retrouver une paix relative puisqu'il ne croit en rien, ni en l'humanité, ni à la survie de l'âme. C'est alors qu'il rencontre un jeune asiatique qui tente de lui voler sa Gran Torino, et cet asiatique, du nom de Tao, n'est rien d'autre que son voisin. Au départ, il le déteste, le traite avec des injures ouvertement racistes, mais avec le temps, il va le considérer, et une relation père de substitution et fils va naître entre les deux personnages. Walt est un homme seul, mais un homme en paix. Il prend la solitude comme une amie lui faisant goûter un plat aigre-doux. Il prend son isolement avec calme et virilité. Je me suis tellement reconnu dans le regard désenchanté de Walt. Je me dis, moi, vivant dans une cité malfamée, traînant mes traumatismes derrière moi, je finirai peut-être comme lui.
Le film dessine un schéma très juste et déroutant. Le communautarisme mène à l'isolement. L'isolement engendre des sentiments néfastes. Les sentiments néfastes mènent à la violence. La violence provoque un repli sur soi et alimente à nouveau le communautarisme. C'est un cercle foutrement vicieux. Gran Torino aborde avec raison ses dérives. C'est pourquoi il est devenu mon film sur la solitude que je préfère le plus. C'est le film de Clint Eastwood à voir avec $1 Million Baby et Sur la route de Madison. Ah, allez voir aussi le cas Richard Jewell, c'est également l'un de ses meilleurs films. Voilà, c'était les 10 films sur la solitude à voir au moins une fois dans sa vie. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, ça ne mange pas de pain et ça me permet de m'encourager à continuer. Et si tu souffres de solitude, eh ben, tu peux toujours m'ajouter sur Discord, RolandZ78, si tu as envie d'en parler, de ta solitude, ou pas forcément d'en parler, on peut parler de tout et n'importe quoi, de musique, de manga, d'animé, de films, de séries télé, de littérature, et même de politique, ou de philosophie. Comme vous pouvez l'entendre, je suis de droite, mais je peux m'entendre avec tout le monde, de tout bord politique, je suis cordial, patient et bienveillant. Alors n'hésite pas à m'ajouter sur Discord, RolandZ78. Petit teaser, je sors dans quelques semaines une nouvelle vidéo qui s'intitulera 8 animés qui méritent un remake/reboot. N'hésitez pas à mettre la cloche pour ne pas manquer cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. C'était Roland l'Otaku, vous êtes sur Ikikomori TV. Bye, ciao.